Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Salut à tous, bienvenue dans ce podcast de Dans la tête d'un CEO. Et oui, on peut enfin mettre une tête sur ma voix, donc très heureux de vous retrouver pour un des premiers podcasts en vidéo. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas. Comment vas-tu, Nicolas ? Eh ben super bien, je suis très heureux de participer avec toi sur ce premier format vidéo. Donc je m'appelle Nicolas Schweitzer, j'ai 34 ans, je suis papa de 2 petits-enfants et cofondateur et CEO de Lavie, qui est une start-up de viande végétale. Pour le moment, nous, on est vraiment spécialisés sur les alternatives au porc. Donc, on fait des lardons végétaux et du bacon végétal. Bon, je crois pouvoir dire que pour beaucoup de Parisiens, on vous a vu dans le métro, mais on va en reparler juste après. J'aimerais d'abord recommencer par ton petit passage. T'es passé à Montréal, t'es passé à Sciences Po. Après, t'es passé en Asie, il me semble. T'as pas fait un petit passage en Afrique aussi, où t'as bossé sur... Ok. Ouais, c'est quoi ce... t'es international, how come? Eh ben, écoute, en fait, à 17 ans, j'ai eu la chance de faire un programme d'échange où je suis parti au Danemark pendant 1 an dans une famille d'accueil. Okay. Et comment ? Pas si loin, mais c'était la claque, c'était la découverte de l'international. J'étais avec 10 autres étudiants internationaux, colombiens, thaïlandais, et c'était extraordinaire. Donc ça m'a donné vraiment la picouse de l'international. Okay. Et du coup, je savais qu'après le bac, je voulais absolument partir à l'international. Donc j'ai fini à Montréal. Études, ouais. Voilà. C'était bien Montréal. J'étais à Québec, moi. Ah voilà. Bah ouais, c'était génial. Tu connais. Ouais, je connais. Enfin, j'ai toujours voulu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'allais foutre à Québec ? C'est à Montréal que tout se passe. Petite frustration, mais passons. Et c'est sympa Québec aussi. Ouais, un week-end avec tes parents quand ils viennent te voir une fois tous les ans, quoi. Mais pour y vivre, c'est un peu moins fun, disons. Ouais, juste comprendre un petit peu sur ton passage, en tout cas en Asie. Et puis je crois que t'as monté une boîte là-bas. Si tu peux nous en parler, donc t'es déjà serial entrepreneur. Mais déjà, comment t'es arrivé en Asie et comment ensuite t'as créé cette boîte ? Ouais. Alors, en fait, on parle de la vie, non, mais en fait, dans le cadre de HEC Montréal, j'avais un semestre d'échange en Corée du Sud et à Séoul. Ouais. C'était génial. Et suite à ça, j'ai eu la chance d'avoir quelques mois en backpack en Asie, le rêve un peu. Donc c'était génial. Been there, et done that. Voilà. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a eu un tremblement de terre en Indonésie, juste la veille du jour où je devais y aller, sur une petite île. Là, donc je me suis retrouvé sur place et j'ai bossé pour une ONG américaine qui s'appelle All Hands, qui travaille avec des bénévoles. Et au terme de Sciences Po, ça s'était super bien passé, vraiment fit parfait avec l'équipe. Et au terme de mon bachelor à HEC Montréal, ils m'ont proposé de les rejoindre comme employés en Haïti. Donc voilà, c'était suite au tremblement de terre. Haïti, mais t'avais des compétences techniques ? Ah non, Haïti. Port-au-Prince, l'île. Voilà. Haïti, ok. Voilà. On dit en Haïti. Ouais, on fait bien de préciser. Et donc c'était une sacrée expérience forte. Ouais, du coup donc presque 1 an et grosse claque à plein de niveaux. Et en fait j'ai appris que j'étais pris en master à Sciences Po à ce moment-là. Je suis rentré j'ai fini mon master à Sciences Po et j'ai enchaîné sur je suis en train de refaire tout mon parcours, hein, mais et donc j'ai été approché par une start-up française que peu de gens connaissent, alors que c'est vraiment génial ce qu'ils font, qui s'appelle Scale It. À l'époque Tag Attitude, et qui faisait des plateformes de mobile banking principalement à destination des pays en développement. Donc moi j'étais surtout sur la zone sur la zone Afrique, pardon. Et donc pendant 2 ans, j'ai défoncé mon empreinte carbone, ce que je regrette amèrement aujourd'hui, mais à l'époque on ne savait pas. Enfin je ne savais pas en tout cas. Basé en France, du coup ? Basé en France, mais je pense que je passais 70% de mon temps en Afrique, vraiment sur toute la zone. Okay. Et expérience géniale. Dans ce cadre-là, j'ai découvert un truc qui s'appelle le mobile banking, qui a émergé au Kenya.
et où concrètement il y a une banque qui a eu l'idée brillante de se dire en fait si il y a que 15% de la population du Kenya qui a des comptes en banque, c'est parce que on se base sur un réseau de succursales qui sont hyper lourds en capex, faut investir 1 million d'euros pour avoir une succursale, le coffre, la sécurité, etc. Okay. Alors qu'en fait, la grande majorité des gens, ils font des toutes petites transactions. Et donc, ils ont créé un modèle qui s'appelle le branchless banking, où au lieu d'avoir une grosse succursale à 1 million d'euros, tu vas avoir dans un corner de supermarché ou de station-service un opérateur qui a une casquette, un terminal de paiement, et qui va pouvoir processer toutes les opérations d'une banque, mais juste à des limites beaucoup plus faibles. C'est ce que je pense au Canada, il y avait des Western Union dans beaucoup de supermarchés par exemple. Ouais, alors c'est un peu ce modèle de corner, ouais. mais là vraiment c'est appliqué à la banque. Tu peux vraiment faire des virements, tu peux faire des retraites, tu fais tout ce que tu veux. Et donc ça a explosé. Cette banque a eu un succès fou, même régional, parce que toutes les banques locales sont passées sur ce modèle. Et moi je voyais tout ça de près, puisque c'était mon boulot. Et je me disais mais en fait ça va marcher partout. Et notamment aux Philippines, où t'as 10% de la population qui est bancarisée, 2700 îles. Donc c'est parfait pour avoir ce modèle où tu peux avoir des mini succursales un peu partout. Et donc j'ai démissionné, j'ai convaincu ma femme de venir avec moi, et on est parti aux Philippines pour monter donc une start-up de branchless banking qui s'est avéré un fiasco total. Ah, attends, tu l'as monté tout seul? Ouais, donc je l'ai monté tout seul. Ta femme travaillait pas avec toi dessus? Non, pas du tout. Ma femme est médecin. Et non. Ok. Mais ma femme a contribué à 100% de mes aventures professionnelles, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. C'est un peu mon associée de l'ombre. Elle est fantastique. Je la remercie de tout cœur. On profite. On la salue. Ouais. Et du coup, pourquoi un fiasco? Fiasco parce que je suis arrivé. C'est Inclusio là dont on parle. Hein. Exactement. Donc je suis allé voir toutes les grosses banques des Philippines en leur proposant ce modèle de branchless banking, et en fait toutes m'ont envoyé chier. Mais vas-y, tu peux jurer. Et voilà. On est entre nous, personne ne regarde. Et voilà, en me disant mais en fait d'abord t'es qui c'est complètement illégal ce que tu proposes, la banque centrale ne nous permet pas de faire ça. Ah ouais. Et puis surtout, nous, on fait 20% de croissance avec les classes moyennes. Qu'est-ce qu'on va s'embêter avec les pauvres? Parce que l'idée, c'est vraiment l'inclusion financière. Donc, c'est de permettre à tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas accès aux banques de se bancariser. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fini par par aller contacter des institutions financières qui travaillaient avec, on va dire, les populations rurales. Okay. Et donc, c'est principalement des microfinances, des coopératives de crédit, qui me disaient tous, oui, c'est bien ton idée, mais en fait, on s'en fout complètement. En revanche, nous, ce dont on aurait besoin, c'est un outil pour traiter nos transactions. Et en fait, je me suis rendu compte que en 2018, ils faisaient tout sur papier ou sur Excel. Ce qui était délirant, une source de fraude complète. Et c'était, il y a des institutions qui géraient des centaines de millions d'euros sur papier. Donc toi, cette composante aurait été partie intrinsèque de ta value proposition, si je comprends bien. Moi c'était pas du tout, on proposait pas ça du tout. Mais mais vous auriez quand même voulu traquer ça. Non, alors du coup bien sûr, au bout d'un moment, je me suis dit bon, c'est la 3e ou 4e institution qui me dit ça, il y a peut-être un truc. Ouais. Donc j'ai trouvé une boîte en Croatie qui faisait un logiciel de gestion pour les petites institutions financières africaines. Et je leur ai proposé de distribuer en Asie leur logiciel. Eux m'ont dit génial, on s'en fout, on compte pas y aller. Donc aucun problème, on fait 50-50, t'as l'exclusivité sur l'Asie. Et en fait en 18 mois, on faisait 90% de leur chiffre d'affaires mondial aux Philippines. Donc ça a complètement explosé, toutes les institutions qu'on allait voir étaient partantes, et ça a été une vraie traînée de poudre. Ça a pris tout de suite. Dès qu'on a eu les premiers clients, les autres se sont fait confiance et ça allait très vite. Et au bout de 18 mois, il se passe quoi? Et en fait, assez rapidement, les Croates réalisent que ça commence à devenir trop gros. Moi, je réalise que voilà, il y a ma femme qui me tire vers la France aussi parce qu'elle pouvait pas exercer localement. Et donc, de fil en aiguille, on se retrouve à trouver un deal avec les Croates, qui était un très bon deal, qui leur permettait eux de récupérer toutes les opérations et moi de partir avec un package sympa. Ok, d'accord. Donc on peut dire, vous êtes fait racheter au final. On s'est fait racheter, exactement. Okay. Exactement.
tu suis un peu encore, du coup, alors je sais pas si ça s'appellerait TagPay aujourd'hui ou c'est... Je crois que le nom maintenant c'est Scalit. Okay. C'est Scalit et je suis encore proche de pas mal de gens là-bas, notamment de Hervé Manceron qui est un des fondateurs et qui est un type qui a été un peu un mentor pour moi au début de ma carrière et qui est vraiment un type génial. Il a réinvesti dans la vie ou pas? Eh ben, je lui ai pas proposé, j'aurais dû, mais Bon, on en parle juste après. J'ai trop de questions qui viennent, mais je crois que là, on peut parler de ton retour en France. Ouais. Et on peut parler d'Entrepreneur First, que je ne vais pas en parler, mais je peux quand même dire qu'on s'est connus là-bas. Exactement. Je sais que je suis arrivé, vous étiez, je crois, à une semaine de Investment Committee. Ok. Tous les entrepreneurs un peu en PLS, donc Investment Committee, c'est le moment où vous alliez pitcher devant les partenaires. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la rencontre avec tes cofondateurs. Vous avez pas fait les choses comme les autres, il me semble. Exactement. On est sorti un peu des chemins battus. Oui, donc retour en France. On avait pris 6 mois off avec ma femme, beaucoup de lectures, prise de conscience écologique. Je voulais absolument créer un projet qui a un impact positif sur l'environnement. Okay. Et j'ai passé plus d'1 an à chercher un projet qui pourrait matcher cet impératif environnemental et des ambitions business pour pouvoir avoir l'impact le plus fort possible, quoi. Okay. Ne trouvant rien, j'ai été approché par Entrepreneur First et j'ai été séduit par le concept. Donc Entrepreneur First, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce d'incubateur, on va dire, mais où incubateur de talent. Incubateur de talent, voilà, exactement. Où le concept en 2 mots, c'est ils mettent 60 personnes dans une pièce avec des profils business et des profils très tech, donc de PhD, etc. Sans que personne ait la moindre idée préalable de ce qu'on va monter. Ils secouent très fort pendant 3 mois et à la fin ils regardent s'il y a des idées qu'ils aiment et dans lesquelles ils ont envie d'investir. Exactement. Sous ton regard. Non, très bien résumé. Okay. Je n'y suis plus, mais grand ambassadeur en tout cas. Voilà. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré donc Vincent Poulichet qui est mon associé et Kelly Flock qui était aussi à l'initiative du projet. Alors quand on dit qu'ils font pas comme les autres, on précise, il était impératif que ce soit un CTO et un CEO, enfin un ou une. Donc vraiment couplé, en gros c'est que des boîtes deep tech et l'idée c'est vraiment d'avoir une tech qui est créée par CTO, qui veut dire CTO c'est PhD holder ou postdoc, à minima. Et vous avez rajouté une 3e personne. Alors je sais pas quels étaient les jobs à l'époque. Ouais. Alors en fait, ce qui c'est la première fois que dans le détail, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Vincent et Kelly ont lancé un premier projet ensemble. Kelly avait identifié en fait que l'expertise de Vincent sur les émulsions et sur la physico-chimie des interfaces pouvait être utilisée dans le cadre du gras dans les alternatives végétales. Incroyable. Attends, j'étais juste en train de dire que la tech de Vincent, il ne savait pas en fait qu'il pouvait l'appliquer sur le gras et la food directement. Elle était applicable. En fait, elle était applicable à plein de secteurs différents. Okay. Et il se trouve que Kelly avait lu un article vraiment spécifique sur le fait que un des plus grands défis aujourd'hui dans le végétal, c'était le gras. Et donc ils ont commencé vraiment à à s'attaquer à ce problème spécifiquement. Ouais. Ils sont partis sur plusieurs projets. À un moment, ils étaient sur le beurre, donc faire du beurre végétal qui soit pas de la margarine. Et en gros, ils avaient envie vraiment d'ajouter un profil business dans l'équipe. Et voilà, ils m'ont proposé de les rejoindre. Moi, je les suivais un peu de loin. Je trouvais génial ce qu'ils faisaient. Et j'ai accepté de les rejoindre à condition qu'on ne fasse pas du beurre mais du bacon. Et donc voilà, et donc on est parti là-dessus tous les 3. Pourquoi le bacon et pas du beurre? Toi qui avais cette vision peut-être plus business, qu'est-ce que ouais, en fait c'était plus justement proposition de valeur, de se dire voilà, on arrive avec une vraie proposition de valeur sur le produit le plus iconique du gras animal qui est quand même la poitrine de porc, quoi, le bacon. Et c'est vrai que ça nous a apporté une certaine clarté dans voilà, on fonce, on sait exactement ce qu'on veut et donc tout de suite on a pris un labo partagé. Je précise juste que Kelly du coup a quitté le projet il y a à peu près 1 an. Okay. Toujours investi en termes de parts, etc. Ça se passe bien, mais voilà. Très fier de voir l'évolution, j'en suis sûr. Oui.
c'est une super aventure, donc ouais. Okay. Et donc on a pris un labo pour que Vincent puisse commencer à vraiment travailler un peu sur la tech. Je m'en souviens en plus. Voilà. Je me souviens des vidéos du premier proto. Le premier bout de gras solide. Pour expliquer du coup, donc en gros, les graisses végétales, c'est des graisses qui sont généralement très bonnes pour la santé. Donc liquides, c'est des huiles qui sont insaturées principalement. Et le problème, c'est que ce qui rend la viande si bonne, en grande partie, c'est le gras animal qui va infuser, qui va crépiter, qui va apporter toute l'intensité, la gourmandise qu'on adore. Et donc, c'est très difficile de reproduire cette expérience du gras animal avec des graisses végétales, puisque c'est des huiles. Donc, ce que fait aujourd'hui la plupart de l'industrie, c'est d'utiliser de l'huile de coco, qui est un peu l'exception, qui est une huile solide à température ambiante, et donc qui va fondre quand on la chauffe, mais qui permet mieux que les autres, en tout cas, de reproduire cette expérience. Le problème, c'est que bon, déjà ça fond dès qu'on la chauffe, donc c'est un défi. Il y a un vrai problème sur les graisses saturées. C'est dommage de se retrouver. L'huile de coco est une des seules graisses végétales avec beaucoup d'huile saturée, de graisses saturées. Et le troisième point, c'est le sourcing où coco. En France, c'est compliqué. Voilà. Je pense à une chose. Alors déjà, le momentum, on peut en parler, mais en 2018, ça fait quoi, 2 ans, Beyond Meat et Impossible Food qui commencent à plutôt tout péter, et je crois qu'ils arrivaient déjà en France à ce moment-là. Exactement. Ça vous a inspiré aussi pour le bacon? C'est évident. Évident. Le timing était parfait parce que donc Beyond Meat rentrait en bourse. Ils ont fait ils ont fait leur IPO et du coup ça a créé une excitation auprès des investisseurs, ce qui nous a permis de lever facilement, etc. Enfin, ce qui a apporté beaucoup de lumière aussi sur l'industrie. Donc c'est évident que le contexte a beaucoup joué. Vous avez déjà parlé avec eux? Oui, bien sûr. Beyond Meat et Impossible Food? Oui. Ok. Bonne relation? Oui. J'en profite pour saluer Seth Goldman, qui est le chairman de Beyond Meat et qui a été vraiment très gentleman, puisqu'on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, 2 ans. Et à l'époque, je lui avais proposé de goûter notre bacon et il m'avait dit, écoute, on va probablement un jour lancer du bacon végétal. Je veux pas m'inspirer de vous, donc je peux pas accepter. Et c'est très classe. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment très classe. Ils ont pas lancé de bacon aujourd'hui, mais j'ai trouvé vraiment. Est-ce que aujourd'hui, après, j'ai mon petit truc, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font ça dans le monde aujourd'hui? Alors, je parle même pas du bacon, mais ne serait-ce que la tech, c'est-à-dire avoir cette graisse végétale solidifiée. Alors, il y a 6 mois, je t'aurais dit non, clair et net. Là, maintenant, on voit vraiment plusieurs initiatives qui commencent à émerger sur des produits qui sont pas forcément encore commercialisés, mais on sait que ça vient, quoi. Ça arrive. Vous êtes fiers? Ouais, c'est super. Quoi, je sais pas à quel point c'est nous qui avons contribué. Je pense que c'était un problème qui était vraiment identifié dans l'industrie, mais non, c'est génial. Puis ce qui est important pour la catégorie, que les produits soient à un niveau de qualité qui soit assez satisfaisant pour qu'il y ait du réachat, pour que les... Ouais, bien sûr. J'ai envie de dire Eureka, mais le gras c'est la vie. C'est comme ça que vous avez changé de nom? Eh bien non, pas du tout. Alors, pas du tout. Alors figure-toi que... Là, ça a popé dans ma tête, je suis en mode incroyable, mais non, ok. Non, donc tout a commencé autour de ce gras. Donc Vincent était persuadé que lui pouvait faire du gras végétal qui allait reproduire les caractéristiques du gras animal. On fait ce premier proto dans ce labo. Là-dessus, les investisseurs s'enflamment et on voit qu'il y a un vrai intérêt. Donc on crée la société, on fait un premier tour de seed de 750 000 euros de mémoire. Un tour de BA aujourd'hui. Un tour de BA, exactement. Exactement. Donc c'était un tour de BA, la semaine de la création de la société, donc ça allait très vite. Et en fait, on se met vraiment en mode le gras c'est bien, mais il nous faut un produit complet, donc on part sur le bacon. On recrute toute une équipe tech, donc de food scientists, de chefs, principalement de chercheurs aussi, pour aller développer ce produit. Et on a passé beaucoup de temps de R&D avec des histoires assez folkloriques sur les bureaux, puisque le labo en question, c'était un labo où on n'a pas le droit de consommer ce qu'on faisait, ce qui est un tout petit peu problématique pour la food, parce que ils géraient des bactéries, des trucs comme ça. Donc on s'est installé dans la coloc de notre premier employé.
qui avaient une très grande cuisine. Pendant des mois, on les a ruinés, ça sentait le gras à chaque fois qu'ils rentraient chez eux, mais on leur doit une fière chandelle, merci à eux. Ensuite, on a pris un Airbnb où voilà, on a bossé avec toute l'équipe dans un Airbnb pendant assez longtemps. Pareil, on a dû bouger parce qu'ils commençaient à suspecter que c'était pas juste un Airbnb. Voilà, et puis de fil en aiguille, on a fini. Kelly a fait un super boulot d'identification de nos bureaux actuels et de rénovation de l'ensemble. Donc on a un labo, on a un vrai labo à nous, ce qui est rare pour une startup, avec toute une partie bureau super sympa. Voilà. Ça fait quoi, 2 ans environ? Et ça fait 2 ans et demi qu'on est chez nous. Et ben, je sais pas si tu te souviens, mais vers janvier, février d'il y a 2 ans, on s'est parlé. En toute franchise, je te draguais pour investir, en tout cas via le fonds d'investissement New Fund. Et à ce moment-là, au téléphone, tu me dis désolé, on arrive dans les nouveaux bureaux, on a un nouveau labo, etc. Donc c'est super. Ça, ouais. Ça fait écho. Et bon, on va déménager là, mais bah, ça veut dire que vous êtes combien, la team? On est 45 aujourd'hui. Ah, et juste, tu me parlais de la R&D. Combien de temps entre allez, on va dire la sortie d'IF, donc qui a duré 6 mois, donc vous aviez levé 3 mois à ce moment-là ou 3 mois avant. Combien de temps dure cette phase de R&D jusqu'à arriver à le produit qui est aujourd'hui commercialisé? Et là, on va parler de où est-ce qu'il est commercialisé. Ouais. Ça fait un petit peu plus que 2 ans sur la R&D vraiment du produit. Ok. Ouais. Donc vraiment R&D pur. Ok, d'accord. Parce que ça fait 7 mois qu'on est commercialisé. Eh bien, qu'est-ce que vous proposez comme produit aujourd'hui? Peut-être sur l'historique, on a développé ce produit. Nous, on était parti sur un modèle initialement de private label, donc où concrètement on fabriquait le produit et on commercialisait auprès de marques existantes comme Erta, Fleury Michon, etc. Et donc ça a été un process hyper intéressant où on a énormément échangé avec des acteurs industriels qui étaient intéressés pour nous commercialiser, et notamment avec des distributeurs, donc Casino, Carrefour, etc., qui nous disaient tous oui, on va vous le prendre sous notre marque, mais par contre c'est du gâchis, vous avez un produit exceptionnel, faut faire une marque. C'est dingue qu'il y ait un Casino, donc ça veut dire qu'ils te disent que leur marque elle est brandée un peu bas de gamme du coup? Ah non, je pense que c'était plus par sympathie envers nous, d'accord. Et enfin ils étaient super contents de pouvoir avoir accès à Intelino, mais je pense que c'était vraiment plus par sympathie et par les gens sont gentils avec toi, Nico. Mais non, je pense que les gens sont gentils et bons de façon générale, sauf très mauvaise surprise, mais globalement. Ok. Et donc là un switch et vous vous dites que vous allez. Et là on se dit en fait il faut changer. Donc ça c'était il y a un an. C'est un gros morceau quand même. Enfin, je veux dire, c'est un gros switch là dans la roadmap. Exactement. Il y a eu des nouveaux recrutements, j'imagine. Et du coup, donc là on fait une grosse levée de fonds. Une grosse levée de fonds. On fait une levée de fonds au moment du confinement. On lève 2 millions avec principalement nos investisseurs existants et Partech, qui se joint à la fête. Et on leur annonce 2 semaines après, en fait, on va pivoter, on fait une marque. Et donc, on a lancé les recrutements de toute une équipe marketing et commerciale, en commençant par le top. Donc pour la partie marketing, on a eu la chance de rencontrer Romain Jolivet, qui était Global Marketing Director chez Danone, et qui est juste brillantissime, et donc qui a été vraiment qui est un peu le papa de la vie. Ça fait un peu moins d'1 an qu'il y est. Oui, ça fait je crois que ça fait 9 mois qu'il est chez nous, donc tu vois. Mais qui est vraiment c'est le papa de la vie, c'est lui qui a vraiment créé cet univers, alors en collaboration avec des agences, etc. Mais pour avoir essayé nous de lancer une marque avant la vie, sans lui, C'était quoi le nom que vous avez gardé, 77? Non, c'était Grand Gousier. Voilà, on avait lancé une marque qui s'appelait Grand Gousier, qui était un fiasco, mais et pourquoi la vie? On en parlait tout à l'heure, mais et la vie parce que la vie en fait c'est vraiment ce qui va englober tout ce pour quoi on se lève le matin. Donc c'est la vie parce que la joie de vivre, nos produits c'est vraiment une ode à la joie de vivre aussi, à la gourmandise, au partage. La vie dans le sens la vie de nos enfants, parce qu'il faut qu'on ait une planète vivable pour eux. La vie des animaux.
parce que c'est le gros avantage aussi de notre produit, hein, c'est qu'on touche pas à la vie des animaux. Et voilà, et tout ça englobé, capturé vraiment bien ce pourquoi on se lève le matin. Je vais faire un tour sur votre site. C'est hyper beau. C'est beau et au-delà de ça, c'est très très clair. On comprend très bien la mission et les valeurs de la boîte. En plus, je l'ai noté, mais alors je sais pas si tu peux parler au nom de Romain. On vous a vu en tout cas partout dans le métro. Vous avez un branding, les tons de couleur sont roses. Vous faites des blagues. Comment vous avez réussi à rendre, excuse-moi, hein, mais le bacon ou les lardons sexy? Et c'est concrètement moi c'est ce que j'ai vu et c'est comme ça qu'on en a beaucoup entendu parler en tout cas dans la place. Merci, c'est sympa déjà. C'est, je peux le dire, hein, j'ai pas honte, je ne mange pas de porc. Et on va en parler après, mais moi je mange pas de porc, donc je te dis merci, je vais enfin pouvoir mettre du bacon dans mon burger. Non, écoute, nous on est vraiment parti du postulat que dans le cadre de la création de la marque, que il fallait absolument éviter le piège de la culpabilisation, la fonctionnalité avec des petites feuilles vertes, des machins. Et donc on va essayer en tout cas de toujours faire en sorte de jamais culpabiliser les gens avec nos communications. Ouais. Et plutôt d'être dans une dynamique hyper positive, joyeuse, qui finalement rend l'acte de consommation du végétal positif et joyeux plutôt que c'est un sacrifice et un compromis et voilà. Donc ça c'était vraiment le push initial sur la marque et puis après il y a eu un gros coup de baguette magique de Romain, de son équipe, des différentes équipes avec lesquelles on a pu collaborer, Buzzman qui sont quand même incroyables en créativité. Même s'il faut s'accrocher parfois dans la peau du client. Ça sent les quelques tensions parfois. Non, mais c'est vrai que quand Buzzman nous dit, en collaboration avec Romain, ils ont vraiment co-construit cette campagne. Mais moi, la première fois qu'on m'a montré les affiches, c'est un juif, un vegan, un viandard et un musulman qui s'assoient à la même table. Et c'est pas une blague. Ah oui, d'accord. Vous voulez vraiment voilà. Et en fait, c'est génial parce que c'est exactement ce qu'on veut, c'est créer de l'adhésion. Nous, notre objectif, c'est de mettre tout le monde autour de la même table et donc de vraiment créer une démarche qui soit hyper positive, hyper joyeuse, un peu impertinente, insolente. Donc ça colle très bien. Je trouve ça fou parce que vous faites du B2C aujourd'hui, vous faites aussi du B2B, enfin B2B2C. Je sais pas, quand tu fais de la grande consommation, tu peux parler de B2B ou B2B2C ou B2C? On fait du B2C aujourd'hui. Ok, en fait, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que le consommateur final qui va aller acheter, même si demain vous êtes dans des restaurants, etc., il va reconnaître la vie. Et moi, ce que je trouve fou, même sur de la bouffe en général, j'ai l'impression que vous avez adopté une stratégie de communication et de marketing pour, je sais pas, un habit ou c'est presque lifestyle, exactement. Ouais, exactement. L'ambition de départ, c'était de créer une marque qui puisse devenir iconique, quoi. Okay. Qui vraiment ressorte du lot, qui soit unique. Et c'est vrai que pour ceux qui ont, alors c'est vraiment dommage, on n'a pas tu pourras mettre dans la vidéo le design de nos packs, mais c'est vrai qu'en rayon on peut pas les rater, quoi. Ça ressort vraiment. Je les cherche en plus parfois. Je suis en mode ok, non, c'est petit lardon, non. Et ouais, quand je l'ai reçu à la maison, j'étais très content. Ouais. Donc c'est vraiment un univers qui casse tous les codes et de la viande et du végétal, je pense. Ouais. Et qui est très favorable. Ouais. Et donc si je reprends un peu le fil de l'histoire, donc on a recruté Romain pour créer cette marque. On a recruté Virginie Prességuet, qui était la vice-présidente Sales Capabilities de Bell, qui revenait de 3 ans aux États-Unis où elle avait tout déchiré et qu'on a réussi à convaincre aussi de nous rejoindre et qui a été incroyable parce qu'elle nous a permis de rentrer très rapidement chez la quasi-totalité des enseignes françaises. Donc vraiment Et vous avez des beaux profils. Autre chose et après on arrête sur le marketing. On va en parler longtemps. Allez, si je te dis Burger King, raconte-moi l'histoire, s'il te plaît. Et l'histoire à la base je crois que c'est, un des quartiers à Londres, Piccadilly ou... Leicester Square. En fait, donc on construit cette équipe vraiment costaud avec notamment Roshan aussi en supply chain, qui lui venait de Burger King initialement.
Ah, trop drôle, ok, voilà. D'accord. Et donc, et on entend que Burger King veut lancer un concept store 100% vegan à Londres dans quelques mois. Et donc là, on se met branle-bas de combat. Il y a notre responsable food service, donc restauration, qui s'appelle Thomas Delarose, qui part à Londres avec notre chef. Et en fait, ils arrivent avec une poêle, un réchaud, et ils font du bacon toute la journée devant les bureaux de Burger King Londres. Les bureaux, voilà. Même pas les restos. Exactement. Ça, et donc, et tous les employés de Burger King Londres viennent goûter, trouvent ça incroyable, ils disent ah mais c'est génial. Et puis ils finissent par nous expliquer bon bah voilà, on est déjà engagé avec un fournisseur de bacon végétal, okay. Qui est une très très grosse marque alimentaire dont on ne mentionnera pas le nom aujourd'hui. Okay. C'était pas complètement confirmé, etc. Mais là les timings sont tels que un référencement en 3 mois, on n'a jamais vu ça. Enfin, ce serait complètement fou, mais on va essayer de le faire avec vous. Et donc, et on vous donne, voilà, si vous arrivez en 3 mois à faire le référencement auprès de la maison mère, eh ben, on lance avec vous. Et donc, branle-bas de combat, toute l'équipe sur le pont, on n'y croyait pas. Il y a eu des milliards de rebondissements où c'était à base de, bah, si vous n'arrivez pas à régler tel truc d'ici ce soir, on arrête tout, mais 5 fois en 3 mois. Et puis le matin de l'ouverture du Burger King 100% vegan à Londres, ouais. On a toutes les autorisations, on a le référencement. Okay. Et donc notre bacon rentre dans un restaurant Burger King. Mais ce qui était génial, bon déjà c'était un bel accomplissement et surtout on est dans le système. Ouais. Donc on est rentré dans le système et donc derrière on peut travailler avec tous les pays individuellement. Et encore. Et encore, c'est compliqué. Mais c'était compliqué. Arriver Burger King France, vous les avez tagués, donc sur Twitter. Ah oui, alors. Vous avez fait, bah je te laisse en parler. Le truc c'est que voilà, donc une fois qu'on est rentré dans la maison mère, maintenant il faut convaincre chaque franchisé, donc chaque pays. Et donc pour la France, il se trouve que Burger King France a lancé 3 burgers veggie, ce qui est une super initiative, qui sont inspirés, en fait, qui reproduisent les burgers de viande animale qu'ils ont au menu, dont un veggie steakhouse. Sauf que le steakhouse en version animale, il y a du bacon de porc. Et il n'y avait pas de bacon de porc dans leur veggie steakhouse. Et donc on a commencé, on était déjà un peu en discussion, on leur a demandé est-ce que vous êtes OK pour qu'on vous tease publiquement, etc. Et on a commencé on a orchestré en tout cas une grosse campagne de communication où tous les jours on allait faire un push jusqu'à ce qu'ils cèdent. Mais surtout qu'ils sont très, je le connais pas, mais sur Twitter, les gens doivent le connaître, le CM de Burger King. Ouais. Enfin, ils sont très forts. Oui, voilà. Eux aussi ont une communication qui est assez tranchante, assez sympa, insolente comme nous. Donc, je pense qu'on se retrouvait là-dessus. Et puis c'est vrai que Burger King, tout de suite, ça permet de démultiplier ton impact. Enfin, nous, c'est notre objectif, c'est de démocratiser le plus possible. Et donc on a fait on les a tagués, comme tu disais, sur Instagram pour la première journée. La deuxième journée, on a lancé une vidéo où on essayait d'hypnotiser le community manager de Burger King. La troisième journée, on a acheté la dernière de couve du Parisien. Voilà, où on a imprimé le tweet c'est ça que je trouve super drôle. Les mecs ont fait une pub et vous avez mis un tweet, voilà. C'est comme désolé mais ça me fait penser à je crois que c'est Marine Le Pen qui est arrivée avec un tweet cartonné sur le deuxième tour. Ah, je la connaissais pas celle-là, j'ai pas vu. Ouais, je trouve ça très très drôle mais très très bon en même temps. Voilà. Donc on a mis en avant le tweet de Julien qui a eu la bonne idée de tweeter Burger King, moi je viendrai manger votre veggie steakhouse que s'il y a du bacon la vie dedans, qui avait dû avoir 2 likes sur son tweet. Et du coup on a fait la dernière de couve avec écrit en gros coucou Burger King, vous deviez être vraiment très pressé pour avoir raté le tweet incroyable de Julien. Et le dernier jour, on a poussé encore à chaque fois, donc c'est l'escalade. Et le dernier jour, on a débarqué sur le parking d'un Burger King avec notre food truck et un gros panneau JC Decaux avec écrit ici, venez déguster le bacon végétal La Vie que Burger King n'a pas voulu mettre dans votre veggie steakhouse. Et donc les gens... Au courant de ça ou pas ? Oui. Okay. En fait, on leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous titille et donc les gens venaient avec
leur steakhouse et on rajoutait des tranches de bacon dedans. Gratuitement. Oui, bien sûr. Incroyable. Et ce qui est super drôle, c'est que le jour où il l'a annoncé, ils ont repris la série de toutes vos actions, le CM en tout cas de Burger King. Je trouve ça très drôle. Les amis, si on parle de Burger King, c'est parce qu'il arrive. Donc on va se faire une petite séance de dégustation. Super. Il arrive littéralement dans 3 minutes. On termine l'interview juste après. Ça roule. Et c'est parti pour la dégustation. Je suis en présence d'un grand chef culinaire. Non, je rigole. On est avec Octave de Octofilm que vous avez déjà vu dans le podcast et il se prête au jeu de la dégustation du burger. Donc c'est le Steakhouse Veggie avec le bacon la vie de Burger King. Je t'invite à nous faire cet unpacking de professionnel. J'ai l'impression d'être un youtubeur. Bon, moi, je l'ai archi pas attendu. J'ai vraiment l'impression d'être un youtubeur. Mais ok, on va se prêter à l'exercice de la manière la plus objective possible. Et je précise que je suis un gros mangeur, donc si c'est pas bon, je le dirai. T'as déjà mangé ouais, t'as déjà mangé. Alors j'ai déjà mangé, ouais, bien sûr. Okay. Moi non. Toi non. Bah ça, cheers. Allez, c'est mon premier burger bacon. Vas-y, c'est parti. Par contre, j'ai jamais mangé de ce genre de viande. Enfin, ce genre de viande. Putain, on sent le bacon. Un goût que je découvre. Bon, j'allais dire comment tu sais. J'en ai mangé, mais j'ai tout petit. J'ai travaillé en direct là. Mais juste là, tu vois. Bon bah c'est validé, Nicolas et toute la team La Vie. On termine ça. Franchement, ça rentre entre nous. Ok. Ciao. Salut. Et c'était la petite pub. Bon, la réalité, c'est que je suis allé chercher mon petit Burger King. Donc ça, c'est pour la suite. Mais on parle de bacon, on parle de lardon. Qu'est-ce qu'on bouffe? Il y a quoi dedans? Eh ben, très bonne question. Donc pour ton Burger King là, le bacon que tu vas goûter, il y a 6 ingrédients. Donc c'est de la protéine de soja réhydratée, de l'huile de tournesol, du sel, des arômes naturels et un correcteur d'acidité qui est, je me souviens plus du nom exactement, et un colorant qui est du radis. Ouais, je vais dire colorant naturel. Voilà, c'est un colorant naturel. Ouais, c'est et tout ça, c'est la peau de radis. Donc, le bacon est produit en France. Tout est produit en Vendée. Okay. Donc très sympa avec un super partenaire industriel. Et en fait, on a un atelier culinaire là-bas où on a pu vraiment s'installer, travailler avec eux sur la partie vraiment mise à l'échelle, parce que quand on bosse avec Burger King, il faut pouvoir livrer derrière. Et voilà. Et je me souviens, j'ai lu, en tout cas c'était en front page sur le packaging, il disait quelque chose du genre, je crois donc les valeurs nutritionnelles étaient pas sur du A, mais la petite phrase c'est ça restera toujours mieux que du porc, quoi, qui est pire. Tu peux nous en parler? La petite phrase c'était moins bien que des brocolis, mieux que des lardons de porc. Tu le dis mieux que moi. Donc non, mais c'est vrai que d'un point de vue nutritionnel, on est je pense qu'on n'est pas parfait, hein, parce que clairement l'objectif c'est quand même de reproduire le cas d'usage des lardons de porc. Donc tu vas avoir la même quantité de sel et ça, du coup ça se ressent sur le Nutri-Score. Après il y a autant de protéines, il y a alors ça dépend des recettes, mais 11 fois moins de graisses saturées et c'est riche en fibres. Donc c'est sûr que d'un point de vue nutritionnel c'est quand même bien plus intéressant. Il n'y a pas de nitrites, il n'y a pas d'additifs controversés, on est tout vert sur Yuka. Ok. Nickel. T'en parlais tout à l'heure. L'idée est pas justement de se dire, je sais pas comment. En fait, c'est presque même pas une alternative. J'ai l'impression que vous proposez un autre produit. Donc vous adressez à qui? Bon, à moi qui ne mange pas de porc visiblement, mais à quelles sont les personnes? Est-ce que tu as des retours sur la typologie des clients qui consomment? C'est très varié et c'est très difficile pour nous justement d'identifier clairement une population cible. Il y a 4 grands leviers. Donc tu as un premier levier qui est vraiment environnemental, où en gros tout le monde commence à intégrer pour différentes raisons qu'il faut réduire sa consommation de viande d'un point de vue environnemental. Tout simplement à cause de la bioconversion. Donc si tu veux faire 1 kilo de porc comestible, il faut que tu lui donnes 9,3 kilos d'alimentation. Donc tu as une perte vraiment très importante. Et c'est pour ça qu'initialement ça s'appelait 77 Foods. C'est parce que 77% des terres agricoles aujourd'hui sont utilisées pour nourrir les animaux,
alors que ces mêmes animaux ne nous fournissent que 17% des calories. Ok, ah ouais. Voilà. Donc l'efficacité en fait des animaux pour produire de la viande, elle est très faible. Et donc d'un point de vue environnemental, bon. Donc ça c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la santé. Donc où effectivement t'as 11 fois moins de graisse saturée, donc c'était des questions de cholestérol, etc. Il y a des gens que ça intéresse. Nous on pousse pas particulièrement sur ce levier parce que à terme c'est pas notre proposition de valeur à proprement parler. On essaiera toujours d'être hyper intéressant au niveau nutritionnel, etc. On fera toujours attention, mais c'est pas la proposition de valeur numéro 1. T'as toute une partie de la population, dont moi, qui se préoccupe vraiment du bien-être animal. Okay. Et moi maintenant c'est vraiment mon levier numéro 1. Mais c'est vrai que même si je veux éviter de limiter ma consommation de viande, je trouve ça super bon la viande. Donc retrouver tout ce kiff de la viande. Mais je suis désolé, mais excuse-moi de t'interrompre, bien sûr. Ça fait plaisir d'entendre ça en fait. Bah ouais. Il y en a beaucoup. Non mais tu sais, t'as l'impression que c'est presque, je sais pas, il y a un côté extrémiste parfois dans ce côté vegan, végétarien, végétalien, à vouloir convertir, à faire le disciple quoi. Ouais, exactement. Non mais c'est vrai. Alors moi, je comprends complètement ce que tu veux dire. Moi-même, je vais pas me faire que des amis, mais parce qu'en France on n'est pas encore là, mais moi-même je suis devenu vegan et en fait c'est vrai qu'il y a une certaine radicalité. Parce que en fait, c'est une analyse très personnelle qui ne vaut rien du tout, mais je pense que tu peux être végétarien vraiment pour des raisons environnementales ou plus de bien-être animal, mais de façon limitée. Et tu passes sur le véganisme à partir du moment où tu t'intéresses vraiment, tu rentres dans tout ce qui est bien-être animal. Mm-hmm. Et là, en fait, ça devient un peu un espèce d'impératif moral qui est très radical, qui est très extrême de facto quoi. Et puis c'est radical dans juste ta vie quoi. Enfin c'est un cauchemar. Moi je trouve ça vraiment très très dur d'être vegan. Et avant juste de fermer cette parenthèse, en plus on en parlait en off. Donc t'as 2 enfants, une conjointe. Ouais. Ils sont tous véganes? Non, pour différentes raisons. Ma femme est végétarienne, mais on n'est pas, on élève nos enfants à 2, donc voilà. Ok, non mais je trouve ça hyper intéressant. Et tu m'as pas mentionné du coup la quatrième, la quatrième. Du coup, juste pour boucler sur sur ce point du véganisme et du bien-être animal, en gros. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse me convaincre par A plus B que je peux retourner manger du fromage, manger de la viande. J'aurais peut-être du mal maintenant, mais voilà. Et c'est juste qu'à force d'avoir le nez dedans, en fait, tu prends conscience que il y a plein de trucs qui vont vraiment pas avec la façon dont on élève les animaux aujourd'hui, quoi. Après, c'est de l'hypocrisie si tu décides de fermer les yeux, quoi. Oui, voilà. Mais tu peux pas quand t'es dedans, tu vois. Moi, je peux pas fermer les yeux. Là, j'en ai trop tout le temps. Je suis trop exposé. Tous vos employés sont pas forcément véganes. Ah, pas du tout. On est 3 dans la boîte, donc tu vois, pas sur 45. Donc c'est pas. Mais non, voilà. Enfin, donc il y a ce levier de consommation. Et puis le dernier auquel on s'attendait pas du tout en créant la boîte, c'est effectivement toutes les communautés qui aujourd'hui peuvent pas manger de porc et qui du coup découvrent un nouvel aliment pour eux, soit par curiosité, soit parce que du coup c'est assez inclusif. On a plein de témoignages de mon beau-fils pouvait pas manger de porc, maintenant je peux faire des gratins avec des lardons. Enfin, on a plein de témoignages comme ça assez marrants. Et étant musulman je mange pas de porc plus par culture qu'autre chose, je suis pas forcément pratiquant, mais s'il y a bien un truc dans le porc. Alors bon, il y a la charcute, ok, mais tout le monde me disait, mais mec, je sais pas à côté de quoi tu passes le bacon. Ouais. Et alors, là, j'y pense, mais est-ce que le bacon, on peut le trouver aussi dans les supermarchés ou pas encore? Pas encore, normalement cette année. Et bon, du coup, j'ai hâte de le goûter juste derrière dans le Burger King. Levée de fonds. On va terminer sur une très belle note, je crois. Ouais. Vous avez levé 25 millions, si je ne m'abuse. C'est ça. C'était il y a combien de temps? On a annoncé ça il y a 6 mois. Ok. Alors il y a du très très beau monde. Je crois qu'il y a le CEO de Back Market, il y a le CEO de Vinted. J'ai pas pu tous les voir, je n'ai pas Crunchbase en premium encore. Si vous m'écoutez Crunchbase. Et il y a des. Je peux te les dire si tu veux. Donc c'est Venture. Déjà si tu veux nous parler et après je te réserve ma petite question. D'accord. Parle-en nous. En 2 mots, en gros.
Donc on a lancé la levée, le processus de levée avant même d'avoir la marque, etc. Donc c'était un sacré pari et je dois dire que franchement, pour le coup, C-Venture qui était le lead sur ce tour a vraiment pris un beau pari. Un beau risque. Un beau risque. J'espère qu'ils sont satisfaits. Je pense que oui, mais et donc en termes de fonds, donc il y avait C-Venture, il y a Partech, donc qui avait investi au premier tour, qui serait voilà, on a Oyster Bay qui était un fonds spécialisé allemand dans la food. Okay. Voilà. Capagro qui est un fonds français pareil spécialisé food et Bleu Capital qui est le fonds de Jean-Pierre Chessé qui est un entrepreneur qui dans la food family office plutôt. Voilà, family office mais pareil qui nous accompagne depuis le début et qui est génial. On reste très sérieux parce que ça va être un peu moins sérieux mais Et après et oui, sur la partie BA juste pour finir du coup, sur la partie BA, on a eu beaucoup de chance puisque donc on a eu effectivement plusieurs CEO ou présidents de grosses licornes européennes Tech for Good. Donc on avait Tech for Good en plus c'est de l'économie circulaire. Exactement. Donc Blablacar, Vinted, Back Market et Oatly qui est la marque de lait végétaux qui est rentrée en bourse. OK. Voilà. Et donc eux sont de super conseils et on a effectivement Nathalie Portman. Tu vois, voilà. On va parler de Nathalie Portman qui faut que je pose la question, tu l'as rencontrée. Eh bien écoute, j'ai juste fait un call avec elle en visio et par contre on a Tamash qui est un de nos employés de la R&D qui est américain, qui est retourné aux US en vacances et donc je l'ai eu en call et je lui ai dit mais Nathalie, est-ce que si on a quelqu'un qui vient chez toi, tu pourrais lui ouvrir ta cuisine pour une dégustation, etc. Elle me dit ouais, bien sûr. Vous l'avez fait ? Et donc Tamash est allé dans la cuisine de Nathalie Portman et a cuisiné du bacon pour toute sa famille. Voilà. Donc c'était non, il y a une très belle photo de lui et de Nathalie Portman, mais j'adore comme il a pris la confiance. J'ai appelé Nathalie. Non, moi c'était génial. Moi j'étais encore plus stressé que non, c'était super. Juste si tu peux nous raconter cette petite histoire, comment elle a été amenée, disons-le vous n'êtes pas dispo aux US. Non. Pas encore. Vous êtes dispo que en France et je crois que vous êtes dans le Burger King à Londres, mais pour le moment c'est tout. Comment elle a entendu parler de vous ? En fait, moi, je voulais qu'on ait une célébrité. Je trouvais que c'était vraiment l'occasion aussi. Il a scrappé son mail sur Internet. Et donc j'ai scrappé. Non, en fait, on a sollicité tous nos investisseurs. Et il y en avait un qui, en l'occurrence, enfin on a eu des intros avec Will Smith, on a eu des intros avec plein de gens très cool. Ils investissent beaucoup dans la tech exactement. aux US. Okay. Et Nathalie Portman était super intéressée et donc voilà. Je suis sûr, je vois aussi beaucoup de sportifs chez nous en France là qui commencent à investir dans la tech. Peut-être pour le prochain tour, mais en tout cas, je pense que ça fitterait pas mal leur valeur. On fait quoi avec 25 millions? C'est quoi la roadmap alors, en une minute, s'il te plaît. La roadmap en une minute. Donc, on recrute vraiment sur tous les départements. Okay. Nous, on a une ambition très très forte d'expansion à l'international, puisque le produit est vraiment exceptionnel. Tout le monde s'accorde là-dessus. Je pense que c'est vraiment ce qui fait notre force. Et donc, d'avoir une équipe vraiment costaud, je pense, en termes d'expertise. Là, on a le Head of Operations de Nestlé EMEA qui nous rejoint comme Chief Operating Officer. Pareil pour nous aider dans la structuration. Juste pour réussir à aller choper des gens, tu nous as parlé de Bell, tu nous as parlé de Danone. Déjà, ils ont goûté le produit avant de vous rejoindre? Oui, franchement, c'est le moment clé, que ce soit pour les investisseurs, pour les employés, pour tout le monde. Les gens goûtent, ils trouvent ça exceptionnel et ils se disent, ok, bon, faut pas rater le train. C'est très très cool. Et c'est inspirationnel. Enfin, vraiment, à une époque où tout le monde est un peu en quête de sens, de se dire qu'on peut travailler pour une boîte qui a un impact positif sur plein de verticales différentes. Et en être fier. Ouais. Et oui, non, sur l'international, on a parlé des US. Allez, c'est vraiment ma dernière question. Est-ce que c'est pas ton plus gros challenge que d'arriver dans, je pense, le premier consommateur au monde de bacon? Si on y réfléchit. Donc là, on a passé un peu de temps sur place. Il y a clairement un énorme marché, il y a une vraie appétence pour notre produit, donc mais c'est vrai que les US c'est encore un autre monde. D'un monde. point de vue, il y aura du grain à moudre pour Romain, quoi. Et c'est en équipe en market, par exemple. Oui, non, c'est vrai que c'est un énorme défi. Là, la question c'est comment on fait déjà les choses bien en Europe et puis on verra pour les US. Bon, un grand merci. Je te laisserai pas partir comme ça. Je te poserai toujours mes 2 petites questions comme à tous mes entrepreneurs. Ça marche. Tu t'en souviens?
Je m'en souviens d'une. Tu vas me poser la question. Ah, tu vas me poser la question du board. Ah là là. Ok. Tu vas devoir t'y prêter, sinon je ne te laisserai pas partir. Ok. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi? Si tu veux l'associer à un mot ou un groupe de mots et nous dire brièvement pourquoi. C'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine. Je pense que le gros learning pour moi de ma première expérience d'entrepreneuriat, c'est à quel point il faut profiter en fait. Il faut profiter du chemin. Ouais. Que c'est un énorme roller coaster, mais comme si on est trop la tête dans le guidon, on se rend pas compte des relations qu'on construit, on se rend pas compte de tous nos succès, de tout ça, et donc faut vraiment profiter du chemin à fond quoi. Et tu vois, ouais, moi je pense qu'on le fait beaucoup mieux sur cette boîte, et moi en tout cas je prends énormément de plaisir. Je pense que humainement, on crée des relations incroyables. Là, le moral, le niveau de collaboration, d'enthousiasme dans l'équipe, il est exceptionnel quoi. Tout le monde s'aime, je pense vraiment tout le monde s'aime quoi. Et c'est une aventure humaine incroyable quoi. Même si demain ça venait à s'arrêter, je ne doute pas une seule seconde qu'il y aurait il y a des liens qui sont construits pour longtemps. Désolé, mais elle me vient à la tête. Si Impossible Food ou Beyond Meat ou whoever, qui est plutôt un mastodonte dans la plant-based meat, la simili-viande, venait à vous faire une offre de rachat. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais? Aujourd'hui, pas du tout. Ok. Ouais. Est-ce que dans ce cas-là, c'est une IPO que tu envisagerais? Nous, en tout cas, on est parti pour ça. Ok, c'est très clair. J'aime beaucoup tes directs. Et du coup, ma dernière question. Un board member, vivant, mort, fictif ou réel? Je sais qu'après Nathalie Portman et tout TBA, ça paraît compliqué. Mais dis-moi tout. Écoute, il y a effectivement plein de super profils qu'on pourrait rajouter. Moi, j'aimerais beaucoup avoir Vivi à notre board. C'est qui, Vivi? Alors écoute, Vivi, c'est une truie qui vit dans un refuge. Et en fait, c'est vraiment idiot. Donc c'est une truc qu'on essaie de rendre célèbre. On lui a créé un compte Insta. Elle est en train de devenir influenceuse et tout. Mais qui ont la vie. Et donc en fait, on la parraine. Donc on la parraine avec ce refuge qui s'appelle le refuge Groin-Groin. Okay. Et en fait, c'est idiot, mais je trouve que pour nous, c'est un peu la petite piqûre de rappel. Ça a pas autant pris qu'on l'espérait pour l'instant sur les réseaux, même si ils font un super boulot et c'est très fun. Mais c'est un peu la piqûre de rappel aussi de au-delà de tous les impacts, il y a ces animaux qui un cochon c'est plus intelligent qu'un chien, enfin. Ouais, c'est ce qu'on dit aussi. Ouais, c'est très intelligent. Et de garder toujours aussi, en fait, c'est aussi pour ça que on le fait. Puis, faut pas perdre de vue que voilà, on est là pour les animaux de façon générale et ouais. Enfin, un représentant des animaux au board. Des animaux, du climat, parce que bon, le climat c'est aussi la biodiversité, c'est aussi, enfin. Okay. Ouais. Écoute, je crois que je t'ai posé assez de questions, même si j'en ai encore plein. Peut-être qu'on se revoit dans une autre saison. Ça roule. Bon, un grand merci, Nico. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Nicolas, pour toutes tes réponses. Et nous, on va aller manger. Donc, à très vite dans un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Ciao. Ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.